Bonjour, chers participants, bonjour, chers intervenants qui sont connectés. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième session de la désinformation en Afrique. C'est une initiative qui a été mise en place par Polaris Asso et ses partenaires. Et nous savons tous que nous sommes dans un monde de plus en plus connecté et surtout un monde où les canaux digitaux sont devenus les pistes privilégiées, les pistes privilégiées pour pouvoir véhiculer les informations, pour pouvoir s'informer déjà et véhiculer les informations. Du coup, la désinformation est devenue quand même un défi majeur pour la stabilité en Afrique, mais surtout pour le développement de nos sociétés. Je pense que je vais laisser la parole à un collaborateur de Polaris pour qu'il vous explique qu'est-ce que Polaris, pourquoi est-ce que Polaris met en place ces programmes d'information et quels sont les différents partenaires qui accompagnent ces programmes. Bonjour à tous, bonjour chers participants et bonjour chers panélistes. Donc moi c'est Aïcha, je suis en charge des événements chez Polaris Asso. Et Polaris Asso, en bref, notre mission c'est d'inspirer, mobiliser et outiller les jeunes pour qu'ils s'impliquent dans la transformation des institutions démocratiques. Alors concrètement, notre objectif c'est de rendre ces institutions beaucoup plus à l'écoute et inclusives. Pour ce faire, on utilise plusieurs outils comme le numérique, la culture, donc les ICC. On va faire aussi appel à la recherche-action. Donc, voilà en bref la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous à Polaris Asso sur nos différents réseaux, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup, Aïcha. Je pense qu'on va quand même anticiper pour commencer avec les intervenants qui sont là. Je vais vous présenter nos différents intervenants aujourd'hui. Nous avons Maïmouna, Maïmouna qui est là, Maïmouna Edouard qui est là, qui va se présenter. Nous aurons Zainaba Tchomban, qui est journaliste à Fact Checkers, qui est journaliste Fact Checkers à Africa Check. Nous avons Kodoulam, qui est actuellement là parmi nous, Kodouloum, qui est rédactrice en chef à la radio communautaire Oxygène dans FM. Et nous aurons plus tard Léon. Ce n'est pas sûr parce que je pense que la personne a des contraintes de dernière minute, mais il se peut qu'il soit là parmi nous. Donc, Léonce Gamaï de Voudoum, qui est journaliste, expert média communication. Donc, sans plus tarder, je pense que nous avons Maimouna qui va nous faire un policy brief. Vous pouvez vous présenter brièvement et puis me faire votre belle présentation. À toute l'équipe de Polaris Asso. Je m'appelle Maïmouna Ndongé 3, je suis politiste spécialisée en politique publique et les questions de transition, dont la transition démocratique. J'accompagne Polaris, j'appuie Polaris en fait sur différents projets, dont celui-ci. Je vais vous présenter rapidement le policy brief sur la lutte contre la désinformation. Donc, euh, juste, alors, vous dire, c'est quoi un policy brief? Un policy brief, c'est une note politique, hein, comme son nom l'indique, une note politique qui est assez brève, qui permet de parler d'un sujet. Donc, on l'utilise très souvent pour faire du plaidoyer, en fait, dans les stratégies de plaidoyer pour parler d'un sujet, être très concis en étant à la fois concis et percutant. Hein, donc l'idée étant d'atteindre une cible assez large de non-initiés ou de gens qui ne comprendraient pas forcément le sujet si on l'utilisait avec un document assez soutenu ou un document de recherche avec peut-être des mots très complexes. Donc voilà, le policy brief, c'est vraiment un de ces documents qui est censé être à la fois bref et précis pour l'accès à un plus grand nombre. Alors, pour ce projet, nous avons réalisé deux policy briefs. Donc, un premier policy brief que vous avez certainement pu voir, qui a permis de présenter un peu le sujet de la désinformation, poser le cadre avec un peu un état de l'art du sujet, savoir à peu près comment le sujet a abordé en Afrique et ailleurs. Quels sont les différents travaux qui ont abordé ce sujet? Donc, c'était un policy brief, je peux dire, introductif. Et là, on est sur un deuxième policy brief
que je vais vous présenter qui revient un peu sur des éléments de définition, mais qui va rentrer plus dans le détail grâce à des travaux d'enquête que Polaris a menés donc dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, ce travail d'enquête qui a permis d'élaborer ce policy brief a été mené en majorité au Sénégal avec un questionnaire en fait qui a été conduit ici, des entretiens aussi semi-directifs auprès de chercheurs, d'enseignants, de journalistes et d'autres spécialistes de la question, donc de la question soit de la désinformation ou des spécialistes des analyses politiques. Donc, ce travail-là auprès des différentes cibles a permis de dégager des grandes tendances de la question de la désinformation. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas, ce qui est sorti de cette étude, c'est la question de la nécessité de réglementer l'univers des médias sociaux pour permettre en fait une meilleure préservation de la liberté d'expression. Donc, ce qu'on a pu noter globalement, c'est en tout cas ce que nous disaient les spécialistes hein, dans l'enquête, c'est cet besoin en fait de trouver une porte de sortie et de trouver des solutions concrètes, même si on ne peut pas s'enfermer sur la répression, parce que on est dans une sorte de dichotomie entre réguler en réprimant et aussi ouvrir pour avoir une liberté d'expression complète. On a à la fois, je pense, et c'est ce qu'on a trouvé aussi en creusant sur le sujet, c'est que on a à la fois d'un côté des États qui ont du mal à mesurer l'ampleur du sujet et la gravité même du sujet, et d'autres qui vont aller plus sur la répression et plus sur la limitation des libertés ou qui profitent disons, de cette idée de régulation, de cette volonté de régulation pour primer. Donc, on a eu plusieurs exemples dans nos différents pays. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ce qu'on a vu, c'est effectivement, notamment à l'approche des élections, qui avait des difficultés supplémentaires en fait dans le champ à l'approche des élections parce que ça tombe sur des périodes où effectivement c'est un peu plus tendu politiquement, où certains, disons, si je peux dire, certains bords politiques ou certains gouvernants ont profité de la situation pour peut-être réprimer des opposants, empêcher des opposants de faire fonctionner correctement la démocratie. Donc, on a vu plusieurs lois de criminalisation des fake news qui ont été détournées de leur objectif pour être finalement des instruments contre le peuple, des instruments contre des opposants. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pu faire ressortir dans ces enquêtes. Alors, autre élément aussi important que nous avons pu voir, c'est cette nécessité de collaborer avec les plateformes médiatiques pour intervenir. Pourquoi? Parce que, en tout cas, on se rend compte que les médias sont le lieu idéal où les alliés pour les gouvernants pour travailler à réguler et surtout en fait permettre que le secteur soit mieux assaini. Parce que, alors je sais qu'il y a des journalistes parmi nous, mais il y a beaucoup de journalistes aussi qui participent à alimenter les fake news, qui participent à empirer la situation, hein, je veux dire, où on va retrouver des professionnels qui vont être payés, par exemple, par certains hommes politiques pour produire des fake news ou dont les canaux de communication sont utilisés par les différentes parties prenantes, les différentes parties politiques
euh, pour commettre leur forfait. Voilà, donc d'où l'importance de travailler de plus près avec les acteurs dans le secteur, mais aussi les plateformes, toutes les plateformes médiatiques. Par exemple, la chercheuse Tessa Knight, ses travaux pense qu'il faut davantage investir la question des plateformes et permettre peut-être que ces plateformes puissent intégrer des langues locales, parce que la désinformation aussi va se faire sur des langues locales, peut-être pas accessibles à tout le monde, peut-être accessible, mais du coup, enfin, les gens, en tout cas, qui maîtrisent, vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Donc, d'où l'idée vraiment importante de favoriser aussi ces communications, peut-être anti-désinformation dans les langues locales. Parce que ce qu'on voit clairement aujourd'hui, par exemple, dans l'enquête, on a pu voir que l'utilisation des réseaux sociaux, canaux comme, par exemple, WhatsApp, prends l'exemple de WhatsApp, euh, est devenue de plus en plus, disons, massive, parce que bien vu pendant le Covid que la circulation de l'information est tellement rapide par le canal de WhatsApp que on va retrouver très souvent des chaînes de désinformation utilisées en langue locale, diffusées partout chez les populations, peut-être qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne lisent pas, ne savent pas vérifier, par exemple, l'information. Et ça me permet la transition sur cette importance de l'éducation à la vérification. On le voit bien, en fait, on l'a bien vu dans cette étude, que pour pouvoir vérifier, il faut aussi être formé quelque part, en tout cas avoir un minimum, pouvoir vérifier. Parce que soit on va vérifier, on ne va pas vérifier par pure paresse. Hein. Beaucoup de nos répondants ne vérifient pas l'information et effectivement on peut en déduire que c'est souvent parce que soit on n'a pas envie de vérifier parce que ça va beaucoup plus vite de consommer l'information que la vérification peut prendre du temps. D'autres n'ont pas envie de vérifier ou d'autres n'ont pas les moyens de vérifier. Quand je dis les moyens, si les plateformes de vérification sont toutes en langue française, vous comprenez bien que quelqu'un qui n'a pas fait les études ne peut pas aller vérifier. Donc, il y a à la fois nécessité d'aider, mais aussi cette nécessité de travailler sur l'accès à des plateformes, de peut-être trouver des solutions, en tout cas, pour permettre aux gens de vérifier peut-être dans d'autres langues. Et aussi beaucoup la question de la sensibilisation. Donc ça, c'est important. Parce que pour un bon nombre de populations africaines, on voit bien cette nécessité de sensibiliser les masses, de sensibiliser des populations qui n'ont pas accès aux plateformes de vérification ou qui, comme je disais tout à l'heure, ne pouvaient pas vérifier simplement parce que n'avaient pas l'accès à l'instruction en français, donc ne peuvent pas effectuer ce travail nécessaire. Sur l'enquête, ce qu'on a vu, c'est que 7% des répondants qui aiment connaître les sites de vérification et 97 qui ne peuvent pas connaître. Enfin, il y a 97% qui déclarent ne pas connaître de structure de lutte contre la désinformation. Alors, pourquoi on croise ces deux données-là? C'est à la fois, vous voyez bien, on a quand même un pourcentage élevé de gens qui disent qu'ils vont vérifier, mais en recherche, si on croise ces deux variables-là, on se rend compte que peut-être que les gens, finalement, pensent vérifier, mais ne vérifient pas avec les vraies plateformes, en fait. Ne passent pas par les canaux de vérification corrects, habilités, recommandés pour vérifier correctement. Donc, si la vérification peut-être que notre enquête, en fait, peut-être la petite faille, c'est ça, on aurait pu aller beaucoup plus loin sur la question pour vérifier, savoir exactement quels sont les détails pour affiner en finesse si au final euh, il vérifie ou est-ce que c'est une vérification assez superficielle. Et en tout cas, la suite de l'enquête nous a permis de voir que
c'est pas vraiment une vérification en profondeur. Donc, on peut déduire qu'aujourd'hui, ce que les répondants pensent être une vérification ne l'est peut-être pas vraiment. Voilà, parce que euh, les, on a les plateformes de fact-checking ne sont pas assez connues. Autre élément aussi dans ce dossier, c'est la, l'urgence de soutenir la presse indépendante. Alors, c'est un cri de cœur hein, à une certaine, d'une certaine presse, parce que comme je disais tout à l'heure, on a enquêté auprès de journalistes, des journalistes qui font un travail formidable d'ailleurs d'information et de vérification et un travail aussi de lutte contre la désinformation. Donc, on le voit de plus en plus avec Africa Check, par exemple, et bien d'autres qui travaillent dessus. Reporters sans frontières aussi, qui a développé pas mal d'outils comme ce label journaliste Trust, Trust Initiative, mais l'État doit pouvoir prendre en charge en fait cette presse indépendante pour travailler main dans la main, avancer en fait sur peut-être des projets. Hein. Alors, je vous remets là des propositions aussi qu'on a eues pendant cette enquête. En tout cas, une nécessité de travailler avec cette presse, bon, aussi bien cette presse très engagée qui essaye de trouver des solutions, mais aussi l'ensemble du secteur de la presse pour arriver à mieux réguler et à émettre des recommandations pour que l'univers des médias sociaux et aussi l'univers de l'information puisse être, disons, safe pour l'ensemble des utilisateurs et aussi garantir le pluralisme. Euh, Dernier élément développé aussi, en tout cas, qu'on a pu voir, c'est la question de l'éducation. Je l'ai aussi évoqué rapidement tout à l'heure. En tout cas, les chercheurs qui travaillent sur le sujet ont vu l'urgence en Afrique de travailler sur l'éducation. L'éducation, ça ne suffit pas simplement à sensibiliser, c'est aussi travailler avec ces jeunes générations pour développer l'esprit critique chez les personnes. Parce que de fait, la personne qui a été accompagnée à s'interroger, à se poser des questions, à critiquer, à ne pas prendre pour argent comptant la première information reçue, c'est forcément quelqu'un qui va adopter une posture tout de suite de fact-checker. Donc, la nécessité peut-être d'inclure dans les curricula ce travail, parce qu'on ne peut plus l'ignorer. Par exemple, l'éducation nationale ne peut plus ignorer l'importance des réseaux sociaux, l'importance des médias sociaux dans la vie, même dans la vie des enfants, hein, parce que tout le monde est confronté et exposé à ces médias. Et donc, cette nécessité d'accompagner les publics les plus jeunes là-dessus. Accompagner, éduquer aussi va avec sanctionner quand il y a des manquements graves. Hein, c'est ce qu'on voit sur la question de la désinformation, c'est comment les pouvoirs locaux peuvent aussi aller dans ce sens des sanctions à la hauteur de la gravité de la chose. Parce qu'on voit bien en fait à quel point cette désinformation va impacter nos vies, va impacter nos démocraties. L'exemple qu'on prend souvent, c'est le Covid, mais aussi on a l'exemple des élections et l'influence que cette désinformation peut avoir sur les élections. Alors, peut-être finir avec en tout cas, ce cri de cœur et cet appel aussi de la part de nombreux répondants à notre enquête,
c'est vraiment pour le jeune public. Donc, il y a vraiment ce travail-là pour le jeune public de sensibilisation et d'éducation, parce que cette jeunesse, comme le disait un de nos enquêtés, cette jeunesse est très vulnérable, très perméable à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, et c'est principalement ça qui constitue un danger pour l'équilibre social, un danger aussi psychique et psychologique pour de nombreuses personnes. Et pour finir, ce que je peux dire en tout cas, c'est que majoritairement, les personnes qui ont répondu à cette enquête ont été des jeunes. Donc, ça nous a permis aussi d'en tirer ces grandes orientations ou ces euh, ces grands principes, en tout cas, qui régissent la question de la désinformation et ses dangers. Je vais m'arrêter là, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maïmouna, pour ce partage. Personnellement, j'en ressors enrichie des différentes informations que vous nous avez partagées. Et juste pour un petit rappel avant de continuer, c'est pour rappeler que cette session a été organisée avec Polaris en collaboration de ses différents partenaires. Et les partenaires, c'est entre autres l'Organisation internationale de la francophonie, il y a l'ambassade de France, Soft Skills Academy du groupe ISM. Nous avons Captain Fact et puis Fact plutôt et puis Africa Check. Donc c'est juste un petit rappel. Et tout à l'heure, Maimouna avait évoqué la collaboration, qu'il faut qu'il y ait des collaborations avec les différentes plateformes et médias. Et je pense que là, nous allons passer à Jainaba Chomban, qui est la personne la mieux placée pour nous en parler. Elle va nous édifier davantage sur tout ce qui est collaboration avec les plateformes numériques. Vous avez la parole, vous pouvez vous présenter brièvement et passer à la présentation. Merci. Merci beaucoup, Balkissa. D'abord, je m'excuse pour le retard. J'ai eu une réunion à terminer avant de commencer. Donc, je suis Diana Bachomban, je suis journaliste à Africa Check. Donc, Africa Check, c'est la première organisation africaine de lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous sommes présentes dans 4 pays d'Afrique, en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, qui abrite le seul bureau francophone. Je suis à Africa Check depuis 2019 dans le cadre du projet MetaCheck que je coordonne depuis 2022. Et là, je m'en vais vous faire une petite présentation sur le rôle des plateformes numériques dans cette lutte contre la désinformation, plus en Afrique. Alors, on sait que il existe une multitude de plateformes numériques, mais celles qui sont les plus utilisées en Afrique sont plus Facebook, Instagram, récemment TikTok, X, parfois Telegram dans certaines zones. Et vous allez voir, par exemple, dans chacune de ces plateformes-là, après certaines accusations d'autorité, on commençait à mettre en place des politiques de lutte contre la désinformation. Nous allons voir peut-être l'efficacité de ces politiques, en quoi ces politiques-là permettent de lutter contre la désinformation. Dans le cadre de l'Afrique, on sait que selon une étude de Géopol qui a été publiée en 2023 et qui date de 2022, Facebook est la première plateforme qui est utilisée au Sénégal. Alors, je veux juste signaler que l'étude a été faite dans 4 pays, le Nigeria, le Ghana, le Kenya et l'Afrique du Sud. Ça n'a pas inclus des pays francophones, mais l'étude peut être élargie à ces autres pays-là. Donc, selon cette étude-là, Facebook est le réseau social le plus utilisé en Afrique et il est suivi près de TikTok. Il est suivi de TikTok et selon les estimations, d'ici 2025, TikTok sera le réseau social le plus suivi en Afrique, où on aura le plus d'abonnés. Donc, pour ce qui est de ce que proposent ces plateformes-là, Facebook, depuis la convocation de son patron Zuckerberg
au département d'État des États-Unis, il a mis en place certaines politiques quand même pour lutter contre cette désinformation. Et parmi ces politiques-là, c'est une collaboration avec des médias, des fact-checkers comme des médias comme des organisations comme Africa Check ou PESA Check qui est en Afrique de l'Est ou bien AFP Factuel qui sont aussi des organisations de fact-checking pour lutter contre la désinformation sur la plateforme. En plus de cela, Facebook a quand même mis à la disposition de ces personnes-là des outils anciennement CrowdTangle, qui ne sera plus, qui n'est plus en vigueur, mais qui a été remplacé par un autre outil pour faire le monitoring sur la plateforme. Facebook permet aussi d'avoir accès à la transparence des pages et des comptes pour avoir plus d'informations sur qui est derrière ces pages-là. On peut aussi voir si un post si une publication sur la plateforme est sponsorisée, qui a payé ça. Mais parfois, les bibliothèques publicitaires ne donnent pas toujours des informations, mais il y a quand même des initiatives qui ont été prises allant dans ce sens-là. Après, il y a YouTube qui est énormément utilisé aussi au Sénégal et en Afrique. Par contre, avec YouTube, c'est beaucoup plus complexe parce que même si la plateforme se défend qu'elle a mis en place des politiques pour lutter contre l'information, la plupart de ces politiques-là, c'est plus des politiques qui respectent les règles de la communauté YouTube, qui n'enfreignent pas les règles de la communauté YouTube. Et dans ces règles-là, il inclut certaines politiques de lutte contre la désinformation. Alors, la plateforme dit qu'elle collabore avec des ONG pour pour, euh, pour identifier les vidéos qui sont fausses sur la plateforme, erronées ou bien trompeuses. Et elle s'appuie aussi sur les technologies, notamment le deep learning et l'analyse humaine pour supprimer ces vidéos-là. Et lorsque cette vidéo, par exemple, partage une information, je donne un exemple comme ça, une information selon laquelle la Terre elle est plate, elle ne peut pas la retirer parce que YouTube dit que c'est peut-être une question de positionnement. Certains, on ne peut pas prendre une règle pour vérifier si la Terre elle est plate ou pas. Donc, il y a quand même des limites allant dans ce sens-là. Et YouTube dit avoir supprimé entre 7 millions à 8 millions de vidéos, ou bien réduit la viralité de certaines vidéos pour qu'elles n'apparaissent pas sur la plateforme tout en étant dans la lutte contre la désinformation. Nous allons revenir un peu après ça, nous allons revenir sur l'efficacité de ces politiques-là. Après YouTube, il y a aussi X qui est anciennement Twitter, qui est également utilisé en Afrique. Donc, vous allez voir qu'avec Twitter, leur politique de lutte contre la désinformation a vraiment changé avec l'avènement de M. Elon Musk, qui a rompu des contrats de personnes qui participaient à la modération, entre guillemets, des contenus sur les réseaux. Donc, X, voilà ce que X propose. Il y a des rédacteurs de contenu, si je peux les appeler comme ça, qui, lorsque des utilisateurs font des publications, ces rédacteurs de contenu-là peuvent ajouter du contexte, par exemple, en ajoutant le maximum de liens qui disent l'information a été vraie. Cette politique de X, elle ne s'appuie pas vraiment sur des professionnels de la lutte contre la désinformation, mais c'est plutôt la communauté X qui fait cette modération. Même si X dit que pour pouvoir faire partie de ces rédacteurs, il faut au moins avoir un compte qui date d'au moins 6 mois, ne pas faire partie de communautés qui publient de la fausse information, entre guillemets. Mais dans toutes ces politiques-là, il n'y a pas l'implication de fact-checker ou bien de vérificateur des faits. Aussi, la nouvelle politique de X supprime parfois les titres des articles et parfois même les photos des articles des médias crédibles. Il y a même certains journalistes fact-checkers qui disent que X est vraiment contre le journalisme parce que les journalistes ne sont pas impliqués dans cette lutte contre la désinformation-là.
À côté de X, il y a aussi TikTok qui est énormément utilisé en Afrique. L'algorithme est simple d'utilisation. On peut faire des montages rapides avec des applications qui sont intégrées dans l'algorithme. Faire dire n'importe quoi à n'importe qui grâce à l'intelligence artificielle. Et aussi, TikTok a eu à avoir des collaborations avec des journalistes pour lutter contre la désinformation sur sa plateforme. Récemment, lors des élections européennes, TikTok, en collaboration avec des vérificateurs des faits, a mis en place des campagnes d'éducation aux médias pour faire un peu du pre-banking et prendre un peu de l'avance sur cette désinformation-là. On peut dire que oui, allant dans ce sens-là, l'application fait quand même des efforts, mais ces efforts ne sont pas ressentis en Afrique. Pour ce qui est de l'application Telegram, qui n'est pas beaucoup utilisée au Sénégal, que je maîtrise le mieux, mais qui est plus utilisée, comment dire, en Éthiopie. En Éthiopie, Telegram est plus utilisé que WhatsApp. Je vais revenir sur WhatsApp, qui peut être considéré comme une plateforme numérique. Là, c'est plus complexe. Telegram ne fait rien pour lutter contre la désinformation, en tout cas de ce que je sais. Je sais qu'en 2022, je pense qu'au Brésil, Telegram, le gouvernement avait porté plainte contre Telegram et il y avait même une décision d'arrêter complètement la plateforme dans le pays pour lutter contre la désinformation. Après, ils ont eu une sorte de compromis pour que Telegram aussi participe à la lutte contre la désinformation. Pour WhatsApp et Telegram, c'est presque la même chose parce que ce sont des plateformes qui sont chiffrées de bout en bout. Il y a une protection des données qui sont là. On ne peut pas venir, cette protection des données-là, elle assure la confidentialité des messages qui sont partagés. Donc, on ne peut pas dire que c'est une plateforme à 100%, mais c'est aussi une plateforme parce qu'on y partage énormément d'informations, un flux informationnel qui est là. WhatsApp qui fait partie du lot Meta. Meta, donc, pour essayer de lutter contre la désinformation dans ces plateformes-là, a mis en place les chaînes de diffusion qui fonctionnent comme les médias parce que la communication, elle est unidirectionnelle. C'est juste l'administrateur qui publie son information ou bien qui publie son message et ceux qui sont dans la chaîne, ils peuvent recevoir. Après, vous allez me dire, oui, mais ceux qui sont dans la chaîne peuvent aussi repartager. Celui qui publie aussi peut faire de la désinformation. Ce sont des limites de ces politiques-là. Mais on peut quand même applaudir l'initiative. Et Instagram aussi, qui est aussi utilisé en Afrique, mais c'est la désinformation, ça fait partie plus dans le programme de la désinformation dans l'État. Tout ceci pour dire que le sujet de la désinformation intéresse au plus haut point les plateformes et en même temps les met devant sur les bancs des accusés parce que les plateformes, pas que eux, ils produisent de la désinformation, mais la nature de leurs algorithmes favorise cette diffusion et ces partages de la désinformation. Par exemple, sur Facebook, pour que ta page soit visible et que tu puisses capter de la publicité, il faut publier, il faut qu'il y ait un trafic. On ne peut pas se mettre à publier du tout et du n'importe quoi, excusez-moi, sans pour autant faire de la désinformation. Même si la plateforme essaye de contrer cette désinformation-là, mais c'est comme si elle fait une chose et son contraire en même temps. Et ça, c'est assez problématique. Pour ce qui est de l'efficacité de ces politiques-là, je vais parler plus de partenariat que je maîtrise le mieux, le partenariat que mon organisation a avec Meta, qui s'améliore de plus en plus parce que les fact-checkers, à chaque instant, ils rendent compte à Meta les limites de ce partenariat. Et si nous avons, et lorsque nous n'avons pas carrément, je ne vais pas utiliser la totale liberté, euh, parfois il peut arriver que nous vérifions une information et que cette information-là, elle est bloquée sur Facebook. Juste pour rappeler, lorsque nous vérifions une information sur Meta et que cette information, il y a le badge là qui montre que ça a été vérifié par le vérificateur des faits. Meta envoie
un message à la page, à l'auteur de la page ou bien au propriétaire de la page pour leur dire, faites une correction ou bien supprimez la publication. Si par exemple, cette publication n'est pas supprimée ou bien la page continue de faire de la désinformation, Meta peut tout simplement retirer les possibilités de cette page-là de recevoir de la publicité. Donc, Meta touche carrément au portefeuille de cette page-là. Et ça marche parce que avec mon équipe, on a eu à voir des pages qu'on a eu à monitorer. Et ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils publient, la plupart du temps, ils font de la publication de photos hors contexte. Lorsqu'ils publient, ils mettent leur message et la photo et tout, et en bas, ils disent, pas de fact-checking, c'est juste une photo d'illustration. Donc, vous voyez que le message quand même passe bien lorsque on touche au portefeuille. Mais je pense que l'application peut faire mieux, peut faire d'autant plus que là, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nous aider dans le travail que nous faisons. Dans d'autres pays, par exemple, les plus avancés, cette intelligence artificielle-là est déjà dans la vérification des faits et à faire du pre-banking ou bien ou bien aider carrément l'algorithme lorsque ton sujet est déjà vérifié. Lorsque ce sujet-là réapparaît sur la plateforme, il est tout à fait éjecté. Mais nous n'avons pas encore cela. Il peut arriver de vérifier une publication et que cette publication, quelque temps après, elle revient avec une viralité sans précédent. Ce sont des limites que nous soulignons tout le temps à Meta. Et parfois aussi, le problème de la langue est posé. Par exemple, au Sénégal, il y a certaines personnes qui postent leurs publications en Wolof ou bien dans d'autres langues. Dans nos outils de monitoring là, ces langues ne sont pas toujours prises en compte. Ça aussi, ce sont des limites pour améliorer un peu ces politiques de méta. Pour ce qui est des partenariats avec les autres médias, malheureusement, je ne peux pas y avancer parce que nous n'avons pas de partenariat ni avec TikTok, ni avec, à ma connaissance, je ne pense pas que TikTok ait des partenariats avec des journalistes africains ou bien des organisations de fact-checking africains. Je peux me tromper, pas de fact-checking, s'il vous plaît. Mais pour YouTube aussi, à ma connaissance, non. Et voilà, c'est un peu ça. Et pour revenir un peu à la perche lancée par Madame Maïmouna sur la collaboration des médias et des fact-checkers, je trouve que ce qu'elle a expliqué, c'est quand même assez intéressant et elle-même, elle l'a dit dans l'étude qu'elle a eu à présenter. Si les journalistes disent qu'ils savent comment vérifier une information, mais ne connaissent pas les organisations de fact-checking ou bien où vérifier ces informations-là, je pense que c'est plus ou moins contradictoire. Par contre, je reconnais que la plupart des organisations de fact-checking, et ça, je le répète tout le temps au bureau et même avec nos autres collaborateurs, je leur dis que les organisations de fact-checking gagneraient mieux à descendre sur le terrain, vraiment, à ne pas seulement dire que oui, nous faisons du fact-checking sur des déclarations qui sont faites et tout, mais le sujet de l'éducation aux médias, c'est d'abord pour les journalistes, pour que les journalistes comprennent un peu les enjeux de la désinformation. C'est un fait, la plupart des journalistes, ce n'est pas pour leur jeter le discrédit, mais parfois ils ne comprennent même pas l'évolution des réseaux sociaux. Là, on parle d'intelligence artificielle, c'est très compliqué pour certains journalistes quand même de se mettre à jour de ces développements-là. Et pour moi, c'est un pas que ces journalistes-là devraient dépasser pour se mettre à jour dans la lutte contre la désinformation. Et c'est quand même bien de trianguler l'information avant de la publier, mais c'est encore mieux de comprendre l'information. Et une fois que cette information elle est comprise là, je pense que on aura réussi à implémenter cette pratique du fact-checking chez les journalistes. Merci beaucoup, Madame Tchambal. J'ai particulièrement aimé le fait que vous ayez surfé sur les informations des différents réseaux sociaux pour nous démontrer un peu comment est-ce que fonctionne le mode de fonctionnement et surtout au niveau confidentialité et niveau aussi de fact-checking, comme on le dit. Et je pense que pour allier ce que vous dites là, on va passer à Madame Lo, qui va... Vraiment un énorme plaisir d'être là en face de vous.
qualification, mais aussi participer voilà, à ce combat que nous menons tous face à la désinformation qui est l'ennemi invisible. Alors, merci à celles qui m'ont précédé dans leur charmante communication. Je remercie également Polaris qui m'a donné l'occasion aujourd'hui donc de faire face à tout ce beau monde. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons à une époque où les citoyens sont non seulement des consommateurs d'informations, mais aussi des producteurs. Les médias sociaux dominent de plus en plus d'informations et les gens se fient de plus en plus à leurs amis, à leur famille, mais aussi à certains influenceurs pour valider un peu l'information qu'ils reçoivent. Et nous avons noté que depuis l'apparition du coronavirus COVID-19, cette tendance s'est accentuée et ces plateformes numériques devenues aujourd'hui des canaux de diffusion sans entrave aucune de la désinformation, des discours de haine, du racisme et de la division culturelle, ont donné naissance à une infodémie de plus en plus préoccupante. Les journalistes ont un rôle crucial donc à jouer dans cette désinformation. Je rappelle juste que la directrice générale de l'UNESCO rappelait que le rôle des journalistes dans l'information du public pendant la crise était absolument crucial. Cependant, les journalistes et les médias d'intérêt public ont été confrontés à des difficultés accrues pour couvrir de manière efficace et en toute sécurité la pandémie. Et les organisations de la société civile essentielles, telles que les vérificateurs de faits et les ONG qui sont spécialisés, se sont révélés mal équipés pour faire face à une telle crise, en particulier dans les pays les moins avancés en transition et en situation même de post-conflit. Il a été noté pendant cette période le manque de ressources. Beaucoup d'organisations de la société civile, en tout cas, manquaient de ressources pour lutter contre cette désinformation. On a fait face à des difficultés d'accès à une information qui est fiable et qui est crédible. Nous avons également noté l'impact social, la désinformation qui pouvait avoir en tout cas un impact négatif sur la stabilité sociale et la confiance dans les institutions. Et enfin, les risques liés à la santé, les populations qui pouvaient prendre des décisions mal informées en matière de santé et mettant ainsi leur vie un peu en danger. Mais face à cette situation, l'UNESCO a fait donc de ce combat un combat contre la désinformation, en tout cas, tout en jouant un rôle dans la lutte contre la désinformation liée à la pandémie. L'organisation a déjà publié un cours en ligne sur la désinformation et ce cours était en langue wolof, organisé un webinaire multilingue sur la couverture des vaccins, encourager les médias communautaires à partager l'enregistrement de ce webinaire en wolof et qui est encore toujours disponible. Ce cours qui était en ligne sur la désinformation était en langue wolof. Un webinaire multilingue sur la couverture des vaccins a été organisé en collaboration avec le Knight Center for Journalism in America. Si la promotion donc du contenu, l'UNESCO avait encouragé les médias communautaires à partager l'enregistrement donc de ce webinaire en wolof. Des consignes essentielles également que nous avions reçues en tant que radio communautaire, en tant que partenaire, qui avait proposé des consignes essentielles pour lutter contre ces désinformations, mais aussi essayer un peu de promouvoir une certaine information fiable. Et ces consignes visaient à aider les citoyens à identifier les sources d'informations crédibles, à vérifier l'authenticité des experts, mais aussi à éviter de partager n'importe quelle information, surtout celles qui sont non vérifiées. La vérification donc des sources, il était crucial de s'assurer que toutes les informations que nous partagions et qui provenaient un peu de sources fiables et crédibles, nous devions d'abord les vérifier. C'est là où on a fait allusion à l'éducation aux médias. On a senti nécessaire qu'il était important d'enseigner aux enfants comment repérer les fausses informations, mais pas que les enfants, parce que même les adultes étaient face à cette problématique. Il était essentiel aussi de vérifier l'authenticité et la qualification, même des experts que l'on entendait
à tout bout de champ à travers les médias, mais aussi d'avoir un certain contrôle des émotions que nous recevions. Et il était important de s'assurer que l'émotion ne l'emporte pas du tout sur la vérification avant de partager n'importe quelle information que l'on recevait pendant cette période. Beaucoup d'ateliers de renforcement de capacités ont été organisés, toujours sous la houlette de l'UNESCO, qui a organisé des ateliers pour les journalistes du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest francophone, afin de les aider un peu à débusquer la désinformation, à mettre en place un réseau de vérificateurs des faits sur la COVID-19, mais aussi des ateliers qui ont été organisés dans le cadre du projet Coronavirus Fact, et qui a été financé donc par l'Union européenne. L'atelier national a été organisé pour les journalistes du Sénégal. En tout cas, de notre côté, en tant que radio communautaire, il y a 2 que nous avions organisés à Kolda et à Kaolack et qui regroupaient plus de 40, en tout cas, journalistes dans ce sens. Un autre atelier régional organisé pour les médias de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et l'objectif était un peu d'assurer l'accès à une information crédible sur la pandémie, donc de la COVID-19. Alors, au cours de ces ateliers de formation, nous avions mis l'accent sur les conséquences donc des fake news. La première session de la formation avait porté sur les conséquences, sur la santé et la sécurité des populations, tout en prenant l'exemple de la COVID. Les facilitateurs qui ont discuté du concept de l'infodémie tel qu'utilisé par l'Organisation mondiale de la santé, de la nature des fake news propagées sur la COVID-19 et les techniques de fact-checking. On est revenu sur le concept tel que l'infodémie tel que signifié donc par l'organisation. On a parlé de la nature des fake news qui tournent autour des théories du complot, des remèdes, mais même de la prévention, mais aussi des techniques de fact-checking sur la vérification des sources, l'utilisation des plateformes de fact-checking sur lesquelles qui m'a précédé est largement donc revenu là-dessus. Dans ces formations des femmes en impact durable, le RIF que je dirige, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me présenter pour faire une course un peu contre la montre. Le RIF, qui est un réseau international de femmes, qui est un démembrement de l'Union des radios associatives et communautaires et qui est membre de l'Association mondiale des radiodiffuseurs, avait signé un partenariat également avec l'UNESCO dans ce sens pour pouvoir donc procéder à ces différentes formations, mais aussi avec le PNUD qui nous a accompagnés à former quelques 30 femmes membres de ce réseau, pas n'importe quelle femme, parce qu'au sein de ces radios, il faut admettre qu'il y a des journalistes, certes, qui sont sortis de la bonne école. Nous avons aussi des animatrices thématiques, mais aussi dans ces formations, particulièrement avec le PNUD, nous avions jugé nécessaire de travailler avec les directrices et les responsables de programmes qui ont plus le pouvoir de prendre certaines décisions au sein de ces médias. La formation portait sur la façon de différencier les sources fiables et non fiables, les techniques de vulgarisation des informations médicales et scientifiques, mais aussi l'importance de la participation de ces experts qu'on entend de plus en plus, qu'on entendait en tout cas, et nous avions sollicité l'expertise de Monsieur Diagne, qui est l'ancien directeur d'Africa et qui avait également apporté son expertise dans ces différents ateliers. Toujours dans le cadre de ce fact-checking, il y a eu une sensibilisation à la désinformation que nous avions initiée avec un partenariat qui nous a liés entre nous au Radio Oxygène et Africa Tchèque. Et je salue donc la participation très importante qu'Africa Tchèque a jouée dans ce sens. Avant même le théâtre radiophonique, nous avions été sollicités par Africa Tchèque par le biais de Samba Djalimba Badji, qui avait envie pendant cette période de beaucoup plus parler de la désinformation, mais ne sachant pas quelle stratégie utiliser pour une radio. Tout se faisait déjà en français, mais on sentait également que toutes les informations, que toute personne détenant un smartphone recevait pas mal d'informations via WhatsApp. Maintenant, que faire pour apporter des éclaircissements, apporter à cela ces utilisateurs et ces consommateurs, en tout cas de contenu médiatique, de mieux dissocier la vraie de la fausse information.
Et c'est quand nous avions échangé, je lui ai dit demander de me donner le temps de voir. Et c'est là où nous avions au cours tous les jours, en tout cas après le journal de 13 heures, on avait une émission qu'on appelait Guidéco, comme pour dire donner en tout cas la bonne information quand on n'en a pas. C'était en Wolof et on partait d'une information qui était partagée via les réseaux sociaux. On avait des échanges entre Yalimba d'Africa Tech et moi-même. Je lui dis, j'ai reçu cette information. Est-ce que vous pouvez me dire l'authenticité, la véracité de cette information? Et c'est en Wolof qu'on faisait communautaire qu'on a procédé à une autre sensibilisation à la désinformation, mais cette fois-ci par le théâtre radiophonique. Et Africa Tech avait lancé un programme de théâtre radiophonique interactif en Wolof pour sensibiliser le public contre la désinformation sur la COVID et les vaccins. L'émission était hebdomadaire, était intitulée Disso Ngir Aru, qui signifie mot pour mot s'unir pour se protéger. On y avait inclus en tout cas une pièce de théâtre radiophonique développée et animée par une équipe de comédiens sénégalais qui avait été choisie de par un concours. L'émission était diffusée sur la radio communautaire Oxygène. Elle était interactive. Les auditeurs pouvaient appeler et interagir donc avec la des acteurs qui croyaient à formation reçue sur les réseaux sociaux ou qui ne croient donc à l'existence du coronavirus ou qui utilisaient certaines médecines traditionnelles pour se protéger donc face à ce virus. Le projet était en partenariat entre Africa Tech et tout cela est une commission des facilitateurs, les experts. Il vous reste 4 minutes. Très bien. Donc, il y avait beaucoup de recommandations sur lesquelles on peut retenir déjà la vérification des sources, la citation des sources qui est essentielle, de citer ces sources pour crédibiliser ces informations, mais aussi d'organiser des débats et des discussions avec les amis qui permettent un peu de mieux organiser l'opinion publique. D'autres recommandations aussi qui sont ressorties, c'est en lien avec la participation des experts parce que c'était à une période où on ne pouvait pas croire à n'importe qui. Seuls les experts donc de la santé avaient donc droit à la parole. Combattre la désinformation donc demande un effort collectif. La lutte contre la désinformation, se rappeler que la désinformation peut avoir des conséquences graves sur la santé, la sécurité, la stabilité sociale. Et en s'informant auprès des sources fiables, en vérifiant les informations, en partageant des informations. Il y a le chat qui est en train de bouillonner là. Je pense que 20 minutes, ça nous permettra de laisser la parole pour que vous, intervenants, puissiez répondre à la question. Je vais passer la parole à qui va prendre les grandes questions. Comme ça serait mieux organisé pour que les différents intervenants puissent répondre. Aïcha, est-ce que tu es là? Ok. La première question, est-ce que les informations, pas parfois de s'interroger sur certains aspects socio-économiques et politiques? Et, je vais répondre avec effectivement l'enquête, ce qu'on a trouvé. Ça a été d'ailleurs mis dans le policy brief que la désinformation en Afrique vient percuter des réalités sociologiques. Je m'explique ici, effectivement, bon, le fait de la structure familiale, la structure sociale fait que la circulation de l'information est très facile. Donc ça, c'est déjà une base qui favorise la circulation de l'information. Donc aussi la circulation de la mauvaise information. Bon, Internet, en fait, est un nouveau. Il y avait d'autres canaux qu'on développait. Et puis, bon,
peut-être que l'ampleur a changé. Maintenant, on peut avoir une information qui vient de plusieurs milliers de kilomètres en instantané. Donc, c'est ça qui a changé. Mais la désinformation, effectivement, existait. On l'a démontré d'ailleurs dans la première partie du Policy Brief, que dans certains villages, par exemple, où on pouvait avoir une désinformation sur une personne qui pouvait être bannie du village. Donc, c'est le cas de certaines personnes qui ont été accusées de sorcières. Ça arrivait souvent aux femmes. Alors, mais la question économique aussi y est pour beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut voir aussi dans les lectures qu'on a eu à faire au tout début sur le premier Policy Brief notamment, euh, il y a des éléments qui ont montré que les populations à faible revenu sont aussi très perméables à un certain nombre de choses parce que la crainte, le Covid, c'était aussi un bel exemple. Les conséquences sont plus graves, mais aussi disons, le niveau de revenu joue beaucoup. Joue beaucoup aussi des fois dans la consommation de la désinformation, dans sa diffusion. Parce qu'il y a aussi beaucoup de craintes qui se développent, des angoisses en fait qu'on voit bien, qui font qu'on on va diffuser l'information, informer ses proches très rapidement sur un danger qui les guette, par crainte aussi d'avoir des difficultés après. Voilà. Donc, juste pour répondre rapidement à la question, peut-être mes collègues pourraient compléter. Merci. Une Alors, prochaine question, et ça concerne aussi Maïmouna, c'est est-ce que l'enquête sera disponible? L'enquête, dans tous les cas, puisque c'est un travail de recherche-action, pour l'instant, on utilise l'enquête, on puise dans l'enquête pour pouvoir faire les policy briefs et un livre blanc aussi va suivre le second policy brief. Donc, ce livre blanc va effectivement poser tous les éléments de l'enquête. Donc, ça permet de développer les principaux résultats de l'enquête. Donc, ce livre blanc va être disponible très prochainement. Alors, une prochaine question. Bonjour, comment pourra-t-on partager, peut-être dans les jours à venir, nos contributions sur ce phénomène? Pour cette question, je pense que Polaris pourra répondre, mais effectivement, je pense que l'enquête peut, même si on a arrêté, il y a possibilité de nourrir ces travaux avec de nouvelles contributions. Euh, je, je parle sous le contrôle de Polaris, mais je pense que on a, on n'est pas contre d'avoir de nouvelles contributions pour venir enrichir la réflexion. Merci. Oui, c'était juste pour ajouter à la réponse de Madame Maïmouna Andong en rapport à la question sur la relation entre la désinformation et les aspects socio-économiques. Alors, il faut savoir que la désinformation, elle n'est pas si nouvelle que cela parce que ça existe depuis. Moi, personnellement, je me dis que c'est inhérent à la condition humaine, mais selon les chercheurs, on établit entre guillemets l'origine de la désinformation à l'histoire du cheval de Troie, comment les Grecs ont pu envahir la ville de Troie en leur faisant croire qu'ils font entrer un cheval alors ils ont été à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a un souci de manipulation. Ce que Madame Maïmouna a expliqué sur le contexte social qui favorise cette désinformation-là ici en Afrique. Moi, je vais plus parler de mes informations dans ce cadre-là. Parce que lorsqu'une personne partage une information, on pense faire du bien à l'autre. En période de COVID-19, on a vu pas mal d'informations qui ont circulé de nos tatas et nos tontons, nos papas sur WhatsApp qui pensent nous aider en nous partageant tel remède miracle qui peut aider à se protéger du coronavirus, entre guillemets, et ainsi de suite, ainsi de suite. La plupart des personnes, elles ne savent pas et elles pensent bien faire. Ça, c'est ce que je dis.
On peut compartimenter la lutte contre la désinformation en trois parties. La désinformation qui est gérée, entre guillemets, par nos États, qui font de la désinformation pour manipuler le public. Une désinformation qui est produite par des acteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien les organes, ceux qui veulent faire acheter quelque chose en mentant sur un produit, alors que tel n'est pas le cas. Et l'autre partie, c'est cette partie qui concerne le public, où on parle plus de mésinformation, parce que la plupart, les gens, ils partagent parce qu'ils ne savent pas. Comment remédier à cela? Il faut les aider à savoir, leur faire comprendre, à adopter, parce que ce n'est pas faute de ne pas connaître l'information, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, il faut faire cette culte de la bonne information-là. Et pour ce qui est des aspects socio-économiques, si on parle les pays comme le Mali, le Burkina, où la désinformation, quand même, il va à une vitesse grand V, là, on peut dire que l'aspect socio-économique et politique favorise cette désinformation-là. Ces pays se sont retirés de la CEDEAO, ils veulent affirmer leur autonomie. Ces contextes-là favorisent la désinformation. Et parfois même, cette désinformation, elle est alimentée par les États là. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Voilà, merci. C'est juste pour rajouter après ce qu'ont dit Maïmouna et Dienama, qu'effectivement, la désinformation a toujours été là. C'est seulement avec l'avènement seulement des réseaux sociaux que cela a pris cette ampleur. Tout tourne autour du nombre de vues. Et c'est là où ressort un peu l'aspect économique comme on évoquait tantôt. Nous avons tous connu les radios cancans avant, avant que les réseaux sociaux n'arrivent. Quand recevait une information, on disait que ce sont les radios cancans. D'autres disaient que j'ai entendu telle information à la radio, donc c'est vrai. Donc tout cela, nous l'avons aujourd'hui perdu. Et je pense que c'est là où est importante l'aspect ou la session qui parlerait de l'éducation aux médias et la vérification de l'information. Et il y a déjà un existant qui est là. Je me rappelle avec l'Institut Panos, dans un programme qui s'appelait Médias citoyens pour une gouvernance environnementale participative au Sénégal, l'idée était de renforcer les capacités d'éveil et de sensibilisation à travers les médias des jeunes en priorité sur d'abord l'élaboration et la mise en œuvre des politiques environnementales nationales et locales. Et cela avait amené donc à des jeunes d'être formés à devenir des formateurs, de futurs formateurs qui ont été initiés au community management, des jeunes qui ont été formés à l'utilisation des médias sociaux et sensibilisés à n'importe quelle autre thématique, mais aussi la réalisation de vidéos qui étaient partagées via les médias sociaux, mais aussi l'idée était en plus de mettre en place une cartographie qui regrouperait en tout cas 1001 initiatives citoyennes qui ont été donc réalisées. Je pense qu'on pourrait retourner à l'éducation des médias qui pourrait un peu nous amener à punir en tout cas les conséquences néfastes de cette désinformation. Alors, on a une prochaine question de Issouf Traoré. L'avènement de l'intelligence artificielle n'est-il pas à la base de cette haute campagne de désinformation? Si oui, pourquoi ne pas limiter l'accès de cet outil au niveau de nos pays confrontés à d'énormes difficultés d'éducation de nos populations? Alors, ici, on ne peut pas interdire l'utilisation de ces outils-là parce que l'idée, c'est, on ne veut pas restreindre la liberté d'expression parce qu'on veut lutter contre la désinformation. Nous voulons participer à un changement de comportement dans la consommation de l'information. Nous voulons que la personne, lorsqu'elle voit quelque chose, une information qui circule sur les réseaux sociaux ou bien tout autre média, qu'elle se pose la question à savoir est-ce que c'est vrai? Quel est un esprit critique par rapport à l'information qu'elle reçoit? N'importe quel outil ne doit pas être interdit ou bien parce que au nom de quoi? De la lutte contre la désinformation, ça n'a pas de sens et ça fait entrave à la liberté d'expression. Et c'est quand même intéressant que vous ayez parlé de l'éducation aux médias. Si on arrive à ce que c'est les utilisateurs des réseaux sociaux, mais pas que, aussi des médias. Parce il y a une étude publiée par EGICOM en 2023-2022, si je ne me souviens,
et qui revient un peu sur comment les journalistes choisissent leurs sujets dans leurs articles. Certains des journalistes qui ont répondu, je ne veux pas donner de chiffres parce que je ne me souviens pas exactement du chiffre, mais il y a certains des journalistes qui ont répondu dans l'étude et ils ont dit que parfois le choix de leur sujet est dicté par les tendances sur les réseaux sociaux. Vous voyez que c'est pas seulement cette maîtrise des outils des réseaux sociaux n'est pas seulement dédiée aux internautes lambda, mais aussi aux professionnels des médias. Donc, on ne peut pas dire que oui, on va bloquer l'intelligence artificielle parce que ça favorise la désinformation. Non, il faut former les gens à comment utiliser cette intelligence artificielle-là et comment reconnaître une désinformation liée à l'intelligence artificielle. C'est ça qu'il faut faire en fait pour lutter contre cette désinformation-là. Si tu peux prendre la dernière question, s'il te plaît. Quelles politiques et régulations devraient être mises en place pour freiner la propagation de la désinformation? Alors, moi, je pense que de ma petite expérience de lutte contre la désinformation sur le numérique au Sénégal et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, que nous couvrons, je pense, bon, je ne sais pas si on aura un jour où l'Union africaine va inviter les directeurs des géants du numérique pour qu'ils s'expliquent un peu sur comment ils gèrent nos données et comment l'algorithme fonctionne avec les utilisateurs africains. Je rêve. Peut-être que ce jour-là arrivera. Mais je pense que avant d'arriver à ce jour, il faudrait une éducation au numérique. Au début, on disait que tout ce que la télé disait était vrai. Maintenant, c'est tout ce que je vois sur TikTok ou bien Facebook est vrai. Comment, parce que ces médias, ces réseaux sociaux, entre guillemets, fonctionnent maintenant comme des médias. Et il y a certains médias même qui l'ont compris et qui ont pris du temps à faire leur migration sur les réseaux pour contrer un peu cette désinformation. Mais au-delà de publier une bonne information sur les réseaux, comment pousser la personne à avoir une consommation responsable de tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux? Ça passe par l'éducation aux médias, mais pas que. Ça passe aussi par de la sensibilisation. Ça passe par comprendre déjà comment fonctionnent ces algorithmes. Parce que la personne qui utilise Facebook, par exemple, pense que juste je publie une photo et mes amis like et ça va. Ou bien je visite telle page et je vois la page tout le temps, tout le temps. Donc, c'est parce que cette page dit que je la suis. Non, il faut leur faire comprendre comment ça se passe. Il y ait une consommation responsable. Et ça passe par comment les États peuvent s'approprier cette politique-là. Au Sénégal, par exemple, c'est quand même dommage, il n'y a pas une politique étatique pour lutter contre cette désinformation-là. On espère avec le nouveau régime, ils vont peut-être faire quelque chose, mais l'ancien régime, on n'a pas eu une politique qui peut aider à lutter contre cette désinformation. La plupart des politiques, elles sont mises en place par des organisations étrangères et c'est quand même dommage. Il faut qu'on s'approprie cela parce que la désinformation, elle est certes une, mais elle est aussi polysémique, dépendamment des contextes et des situations. Si on arrive à mettre ça sur la table, je pense qu'on peut trouver un début de solution. Merci beaucoup, Madame Turban, pour ces explications détaillées. Je pense qu'on arrive quand même à la fin de cette session. Et ce que je retiens, c'est que il est vraiment évident que la lutte contre la désinformation en Afrique nécessite quand même une approche multidimensionnelle et collaborative, bien sûr. Et la participation active des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des médias, du public est vraiment essentielle pour créer un environnement informationnel plus sûr et plus fiable. Et je pense que je voudrais bien vous demander quel serait votre dernier mot en 1 minute chacune maximum, votre dernier mot par rapport à cette thématique. Est-ce que vous aurez un conseil? Est-ce que ça serait une sensibilisation? Un dernier mot pour nos chers participants qui sont actuellement là. Dernier mot, en tout cas, suite à ces analyses et à cette grande enquête auprès de 1000 personnes, c'est à la fois ce besoin de régulation, en tout cas, qui revient souvent. Donc, je pense que nos États ont beaucoup à jouer pour stabiliser aussi la démocratie, les acquis démocratiques
et protéger les citoyens, mais aussi une mobilisation citoyenne très forte parce qu'on a bien vu que l'État n'est pas le seul rempart et que même l'État peut produire de la désinformation. Donc, il faut l'alliance entre l'État et les citoyens pour arriver à une sortie heureuse et surtout avec aussi tous les professionnels de l'information, les journalistes et euh, toutes les personnes en tout cas qui travaillent sur ces sujets-là. Merci. Pour ma part, je plaiderai pour la lutte contre la désinformation qui nécessite une collaboration entre gouvernement, organisations de la société civile, médias, plateformes numériques et les citoyens, mais aussi des initiatives communes, des programmes de formation et des outils de partage d'informations qui peuvent renforcer l'efficacité des efforts de la lutte contre la désinformation. L'autre chose, c'est un peu de voir dire le rôle également des gouvernements et des organisations. Les gouvernements africains ont un rôle à jouer dans cette lutte. Ils peuvent élaborer des politiques et des lois qui vont protéger la liberté de la presse, favorisent l'éducation aux médias et luttent contre les discours essentiels pour créer un environnement numérique plus sûr, mais aussi plus responsable. Alors, pour ma part, mon dernier mot sera à l'endroit du public parce que c'est lui qui souffre le plus de cette désinformation-là. Doutez de tout. Ayez un esprit critique et croisez, doutez de tout, mais pas trop quand même, au risque de tomber dans le complotisme. Donc, ayez un esprit critique face à l'information que vous recevez. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez toujours saisir les organisations de vérification des faits qui sont là pour ça, pour vous aider à avoir la bonne information. Merci beaucoup, Madame Chamban, et merci beaucoup aux différentes intervenantes. Aujourd'hui, ça a été le Girls Power, hein? Et j'ai bien aimé. J'espère évidemment que tous nos différents participants s'en sortiront enrichis de cette session. Et pour rappel, la lutte contre la désinformation est organisée par Polaris Asso en partenariat avec différentes organisations, telles que différents partenaires plutôt, tels que l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons l'ambassade de la France au Sénégal, Soft Skills Academy du groupe ISM, nous avons Captain Fact et puis Africa Check. En tout cas, gardons contact et puis n'hésitez pas à mettre en pratique et surtout à garder à l'esprit toutes les différentes informations et surtout en termes de conseils qu'on a pu recevoir de nos différentes intervenantes. Et bravo aussi à toute l'équipe Polaris Asso qui continue à faire un excellent travail. On se dit à la prochaine pour d'autres informations ou d'autres webinaires. Merci beaucoup.